mélanger, philosopher avec le jeu d'échecs. Le but du jeu n'est pas, fondamentalement, d'apprendre à jouer au jeu d'échecs ou de très bien jouer au jeu d'échecs. Le but du jeu de Philo Chess, épisode 4 aujourd'hui, c'est de philosopher en utilisant le jeu d'échecs pour explorer la pensée, pour illustrer la pensée, pour avancer dans la pensée, essayer de comprendre le monde à travers ce prisme, cette métaphore, cette fantaisie qu'est le jeu d'échecs. Voilà, donc je vais attendre que vous vous connectiez tout doucement, et puis nous allons bien sûr faire aussi des parties. Je regarde juste. Et boum, boum, boum. Voilà, je vous propose de commencer par une petite partie toute simple, au hasard, enfin avec un joueur tiré au hasard sur Lichess, pour qu'on puisse entrer en matière. Ça permettra de faire 2-3 réglages. C'est parti, une petite partie de 5 minutes. Je regarde un peu ce que vous voyez à l'écran, voir si c'est confortable pour vous. Ça me semble tout à fait correct. Voilà, il vient de jouer, c'est bon. Vous pouvez suivre la partie sans problème et commenter. Et donc, on est parti. Alors, attendez, je reviens sur les chaises et on peut commencer à jouer. Ah, partie annulée. Bon, c'était trop lent. On recrée une partie. Bam. Allez, c'est parti. C'est parti. Je suis au taquet. Bam, bam. Alors, il a envie de venir, hein. Il a envie de venir m'embêter. On voit bien la différence de structure qui s'esquisse. Et SK 7, 6, 7, 9. Je regarde les terres. Non, ça va, vous ne commentez pas, vous regardez. Et savourez, les amis. Savourez. C'était bizarre sa dame ici. Très étrange d'avoir mis sa dame comme ça. On déploie. Ok. Mon cavalier va avoir un petit problème de développement. Les complications vont commencer pour moi, j'ai l'impression. Aurais-je dû reprendre avec le fou? Oui, vraisemblablement. Je sais pas pourquoi j'ai joué ça. Bon. Et je suis plus calme, c'est le matin, on est samedi matin, je suis vraiment plus calme quand même. Ça, on est d'accord. Avec le fou, là, avec le cavalier. D'accord. Va-t-il m'embêter là? Non, il ne m'embêtera pas. Il était temps que je rock. Il s'amène gentiment.
Mon fou ne me sert pas à grand chose ici, j'avoue. Oui, 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 je comprends. Il a l'air solide, le bonhomme. Il a l'air solide, le bonhomme. Il perd un peu de temps, en revanche. Petite perte de temps. Est-ce que ça me fait peur? Ça ne me fait pas peur. D'accord. Gagner un pion dans l'affaire, c'est bien vu. Et j'ai l'espoir de pouvoir être un peu méchant avec lui. On va voir ça. Donc là, madame attaque F2 avec la tour qui protège. C'est bon pour nous là, mais évidemment il le voit et il cherche la meilleure parade. Et je menace le pion H3. Voilà, il a trouvé la parade. Il a trouvé la parade. Alors, c'est là où il va falloir prendre un peu de temps sans dépenser tout son temps. Ce serait vraiment bien que je double mes tours à ce niveau-là. Venir m'embêter là. Ouais, si je fais ça, ça m'avance pas tellement dans le problème. Mais quand même, c'est sympa. Allez, on va essayer ça. Je commence à ne plus rien garantir. Sa dame peut venir m'embêter là. On va doubler les tours aussi. D'accord. Je remenace à nouveau. Ah, je menace à nouveau ou je remenace. F2, c'est assez linéaire, c'est assez simple, hein. Voilà, il reprotège. Bon, bon, bon. Madame ne sert plus à grand chose ici. Allons voir de ce côté-là, du côté du pion A3. Il va pouvoir s'infiltrer avec sa dame dans mon. Oui, 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 boum, boum. D'accord. Ça ne me fait pas trop peur. Du coup, je menace son pion C3 et avec madame, son pion A3. Donc en toute rigueur, il perd un pion là. Enfin, disons que je rééquilibre. Il n'est pas content, hein. On sent qu'il n'est pas content, donc là, le temps commence à jouer pour moi. Donc voilà, ok, bah, je te prends. Ouais, voilà. Je te prends, je te range pas. J'aime bien sa structure de pion, elle est quand même super solide. Allez, on va faire ça. Ok, ah d'accord, par le roi. Et là, il va s'infiltrer et me dézinguer, mais je suis protégé, on y va. On y va. Sa dame va venir évidemment en A8, non? Échec au roi pour me prendre, oui, bah, c'est beaucoup mieux, bien sûr, t'as raison. D'accord, t'as raison. On attaque le roi. Je vais jouer sur le temps, les amis. Là, je vous avoue, je suis pas fier de moi, mais. Mhm. Je vais lui faire perdre son temps un peu. Je vois qu'il réfléchit à chaque coup, qu'il n'est pas dans des choses un peu réflexes. Donc, je vais lui faire perdre un peu son temps. Ok, sa structure de pion est trop forte pour que je puisse faire quoi que ce soit là. Donc, c'est autant que je vais la voir. Donc, ça, c'est intéressant. Ça sera peut-être le thème de ce qu'on voit là.
Là, il va à la dame, hein. J'ai perdu la partie. On va quand même continuer, mais non, là, je le sens plus du tout. Hop, il me prend mon pion là, je suis mort. Bon, c'est pas concluant, hein. 30 secondes. Je vais l'embêter autant, on va essayer de le grignoter autant. On va essayer de le grignoter autant. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Une attaque là, boum. Il va me prendre là, je prends là. 18 secondes, là, c'est chaud pour lui. Bam. Je vais essayer de l'avoir autant. Bam. Il y a peu de chances que je gagne, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ouais, je suis mal barré là. Là, c'est mat. Ok, il me mate. Bon, j'aurais essayé. On prend la revanche tout de suite. On lui propose une revanche parce que j'ai mal joué. C'est toujours un petit tour de chauffe, on dit. Hein, donc, mais en tout cas, on retient quoi? J'avais dit quoi? J'avais dit, on doit retenir. Ah, il est sûr de lui là. Là, il est sûr de lui. Il vient de me donner un pion. Ah, bah, c'est très intéressant ça aussi. Il faut que je retienne. Un thème très intéressant. La sûreté qu'on acquiert en gagnant une première fois. Super intéressant comme thème. Alors, on y va. Voilà, là, il était trop sûr de lui. Il faut que je l'aime à revanche quand même. Il est lent. Il faut que je vais complexifier un tout petit peu les positions. En fait, j'ai tout intérêt à rendre la position complexe parce qu'il est lent. Enfin, moi aussi, là, pour le coup. Mais j'ai l'impression qu'il ça peine un peu. Ouais, cavalier, tu me le prends. Pas trop. Madame. Ici. Ouais, je peux pas reprendre avec la dame. Ça, c'est... Voilà. Ok. Ah, écoutez, ça devait arriver, ça. On est pareil au temps, là. Alors, faut que je fasse une stratégie, là, les amis. Là. Pas, j'avoue que je suis très tacticien quand je joue en ligne avec vous. On en a parlé dans les philo chess précédents. Cette idée du regard extérieur, de la honte éventuellement lorsqu'on perd. Là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ramener mon cavalier vers son roi. Il m'embête. Il peut m'embêter vraiment. Ouais, c'est bien joué, hein. Il joue bien, hein. Il joue bien. C'est solide son truc. C'est solide son truc. Pim, pim. Ah ouais, c'est solide son truc. C'est perdu là, les amis. On peut faire un truc comme ça. C'est assez intuitif là, c'est un coup assez intuitif. J'ai perdu du temps. Oh là là, j'ai trouvé un adversaire. Oh là là, oh là là, mon Dieu. Ok, je risque quoi? Ah, il va mettre sa tour évidemment. C'est de ma part. C'est chaud pour moi, les amis. Et oui, mais mieux que sa tour, il met ça. Je le sentais bien, le cavalier, regardez là. Je l'avais bien senti, je vous l'avais dit. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va sauver sa dame.
On voit pas trop ce qu'il va faire. Oui, il m'attaque là, d'accord. Échec au roi. Ça pas à grand chose. Je suis quand même super mal. Je suis quand même super mal. Pam pam pam. J'aimerais à me sauver. Perds du temps, le stress s'installe, je manque de confiance en moi. Patati patata, patati patata. C'est de l'intuition, les amis, hein. Ne m'en voulez pas, je le sens comme ça. Faire éclater, c'est la vie. Allez, faut pas que je perde de temps, faut que je me ressaisisse dans mon énergie. La dame vient là, j'imagine. Et ensuite, je me fais charcuter dans tous les sens. J'ai perdu cette partie, voilà, j'en étais sûr. Et le charcutage va commencer, ça va me faire mal. Je pleure d'avance, les amis, devant vous. Voilà, c'était pas un samedi où il fallait que je sorte le jeu. Ah oui, 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 non, non, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et non, c'est pas bon du tout. Très mal barré. J'aurais dû déployer beaucoup de choses. Là, ça va m'embêter. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Vraiment mal barré. On va lui dire de s'en aller. Poliment, hein, mais on va quand même lui dire de s'en aller. Voilà, il s'en va, c'est bien. Vraiment, va-t'en. 2 minutes. Ça se complexifie là. Pourquoi j'ai pas pris sa tour avec mon fou? C'est la question que vous vous posez. Bah voilà, bah c'est le stress du jeu. C'est le stress du jeu, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le stress du jeu. Allez, il va venir en diagonale m'embêter. Bien sûr, j'ai pas les moyens d'aller autre part. Ça m'embête, ça m'ennuie, ça me fatigue. Je suis mal dans tous les sens et j'aurais dû prendre sa tour. J'ai très mal joué, voilà. C'est des bourdes, débiles. Voilà. Bon, bah là, je suis vraiment mal. Autant et en position, mais c'est intéressant, hein, ça fait partie de Philo-Chess. Il avait raison d'avoir de l'assurance, hein, finalement. Je la tente comme ça, non, non, j'ai pas envie de la tenter comme ça, j'ai envie de la tenter comme ça, il va prendre de tous les côtés, il me prend là. Je vais la tenter comme ça, voilà, pour achever, ma nullité. Bah, dis donc, pas brillant, pas brillant, pas brillant, pas brillant. Qu'est-ce qui se passe en moi à ce niveau-là? Je donne en mille, hein. Et là, oui, il veut m'embêter de tous les sens, mal barré. Pas de temps de réfléchir, ça c'est un classique, hein. C'est fou ne me sert plus à rien. Il vient avec sa tour, n'importe quoi, je viens de faire n'importe quoi. Allez, massacre-moi, c'est terminé pour moi. Évidemment, je dois rester sur une victoire, donc je vais devoir refaire une partie. Ah, il fait ça? C'est étonnant son truc. Ok, ça marche. Pam pam. Il va aller à la dame tranquillou. Il va aller à la dame tranquillou. Ok. Boum, boum. Ah, je me suis enfermé, c'est débile. Ah, j'abandonne. Je crois que j'abandonne là, les amis. C'est vraiment débile. Je suis pas réveillé. Je ne suis pas réveillé. Euh, je ne suis pas réveillé du tout. Boum, boum. Bien joué. Boum. Bon, bah bon, on n'est pas fiers, hein. Ah, j'arrive pas à abandonner, hein.
J'arrive pas à lâcher l'affaire. J'arrive pas à lâcher l'affaire parce qu'il est faible en temps. Il est faible en temps. Oui, encore. Oh là là, je suis mal. Il va me massacrer les pions. Ouais, t'as gagné. Je sais que t'as gagné, mais je sais que t'as gagné, mais on peut faire nul si tu joues mal. Et je crois que t'es en train de mal jouer, mec. Aïe, il a bien joué, zut. Allez, vas-y, va à la dame. Comme c'est un débutant, enfin un débutant comme moi, hein, je vais quand même jouer la carte du temps pour lui. Voilà, boum, boum, boum. 10 secondes. Allez, mate-moi en 10 secondes si tu peux. Voilà, voilà. Pat! Il a mal joué, il a été pris par le temps, Pat. Oh, que c'est beau, mes amis. J'ai bien fait d'insister. Il a mal joué dans son mat. Ah, ça c'est beau. Ah, quelle respiration. Donc, soulagement. On analyse, hein. Je fais quelques parties avec vous, mais après, on analyse, hein. C'est philo chess, il faudra qu'on analyse. Mais là, c'est vraiment plaisant, plaisant, plaisant. Il refuse d'ailleurs de faire une revanche. On va faire une petite pause, hein, je vous propose, pour philosopher. Bon, je ne suis pas fier de moi. Intéressant plusieurs choses qu'on a relevées et qui font partie de notre réflexion. D'abord, la certitude qu'on a de gagner quand on vient de gagner une partie un peu haut la main, comme la première partie qui était un désastre. Et donc on y va, il perd un pion dès l'ouverture. Après j'ai mal joué parce que je ne suis pas trop réveillé, j'imagine. Mais ça c'est intéressant. C'est-à-dire que j'ai gagné et j'accepte une revanche pour vraiment asseoir ma domination. En fait, c'est ça. Pourquoi on accepte une revanche lorsqu'on a gagné une partie? Ça, c'est intéressant. On a vu dans les philo chess précédents, dans les parties précédentes, on a vu que lorsqu'on perd, on a envie d'une revanche pour se refaire et pour montrer qu'on n'est pas nul et montrer qu'on existe, hein. C'est une sorte d'affirmation de soi qu'on aimerait avoir et on demande à l'autre de nous laisser une chance de pouvoir nous affirmer nous-mêmes dans une revanche. Et la revanche peut être, on l'avait aussi vu dans les philo chess précédents, une vengeance. Si vous voulez regarder les philo chess précédents, c'est facile, vous allez sur ma chaîne YouTube, voilà, et vous vous abonnez, vous appuyez sur les notifications et vous regardez la playlist philo chess, vous verrez, il y a déjà 3 épisodes précédents. Donc ça, on l'avait bien vu, mais on n'a pas vu la revanche du côté du gagnant. Du côté du gagnant, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui fait que j'ai gagné, mais j'accepte que l'autre, j'accepte une revanche? Alors on pourrait dire c'est fair play, mon Dieu, il a gagné, mais il ne veut pas laisser l'autre dans une sorte d'échec à un coup, hein, une seule partie. Et donc il veut, quelque part, par fair play, donner une autre chance à l'autre. Ça, c'est le jargon sportif, il nous en fume. La vérité, on le voit bien, c'est qu'on accepte parce qu'on veut, parce qu'on est sûr de gagner une deuxième, déjà, on a une confiance qui a augmenté. C'est comme le moral des troupes à l'armée, hein, plus on gagne, plus on sent qu'on peut gagner. Et c'est comme dans la vie, pour le coup, hein. Chaque victoire me renforce dans ma confiance en moi. Et d'ailleurs, le risque, c'est d'avoir trop confiance, hein, et de ne pas avoir des conseillers d'ambition, des conseillers ambitionnels qui me remettent un peu dans l'humilité, même si je suis en cas de victoire. C'est très très important pour la psychologie humaine d'avoir des conseillers qui vous alertent, et les vieux sont pour ça. Les jeunes sont plus, comment dire, bout en train et téméraires, et les vieux, je vous parle de 2000 ans de philosophie, hein, des lectures grecques notamment, Platon et Aristote, et d'autres, hein, Sénèque est très intéressant là-dessus aussi, sur la colère, très intéressant. Et donc, les vieux, comme ils savent que la vie est difficile et qu'ils ont vécu beaucoup d'échecs, sont plus des alertes de prudence, attention, même si tu as gagné, tu peux perdre. Voilà, c'est ce qui donne le petit côté rabat-joie des anciens. Bien le bonjour.
Osiris, bienvenue, on est en pleine philo, on a fait 2 parties où j'ai vraiment gagné à plat de couture. Tu viens d'arriver, je peux mentir. Non, non, j'ai perdu. Et, euh, et là, on est en train de philosopher sur la revanche du gagnant. Voilà, le gagnant qui accepte une revanche. Euh, et donc, je disais, la jeunesse est plus sur des victoires qu'elle n'a pas vraiment eues, mais n'ayant pas peur des échecs pour en avoir connu peu finalement. La jeunesse a connu peu de victoires et peu d'échecs. J'en parle dans mon livre Oser la jeunesse, j'analyse ça. Et donc c'est ce qui est frais dans la jeunesse, c'est qu'on a très peu d'échecs dans la vie, quelques-uns mais très peu, donc on n'a pas conscience des dangers, on n'a pas l'expérience, et seule l'expérience nous donne une vraie conscience du danger. On a beau lire des livres, ça suffit pas, il faut faire l'épreuve de l'échec pour comprendre l'échec. C'est ça le drame humain, et d'ailleurs ça faudra en parler. Qu'est-ce que ça veut dire acquérir l'expérience des autres à travers des livres ou à travers des vidéos sur Twitch? Ça marche pas comme ça. Ça peut nous alerter, mais c'est pas pareil que d'avoir fait soi-même l'expérience de l'épreuve, de l'échec, de la pénibilité. C'est pas du tout pareil. L'expérience n'éclaire que le chemin parcouru. C'est une lanterne accrochée dans notre dos et elle n'éclaire l'expérience que le chemin qu'on a parcouru. L'expérience ne peut éclairer devant, le futur, l'avenir. Ça, c'est les aînés, ceux qui ont déjà fait ce chemin, qui peuvent nous éclairer. C'est une sagesse chinoise confucéenne que je viens de vous dire là, mais en fait, elle est extrêmement proche de la pensée occidentale aussi concernant les générations. Donc je disais, on va revenir à nos moutons. Je disais donc, on est gonflé de victoires. On vient de gagner une partie. Le jargon sportif, la morale sportive erronée, les sophismes du sport-spectacle nous disent voilà, si on accorde une revanche à celui qui vient de perdre, on lui donne une seconde chance, qu'est-ce que c'est formidable, quelle grandeur d'âme. En fait, pas du tout. On veut établir sa domination. Et tous les joueurs d'échecs, je ne sais pas s'il y en a parmi vous là, le savent. Si j'ai battu quelqu'un vraiment, il m'a bien battu, pas de problème. Donc il me bat, il accepte ma revanche, il veut me battre 2 fois. Voilà, c'est juste pour asseoir sa domination et dire, tu vois, c'est pas le fruit du hasard. Comme si une seule victoire sur une seule partie pouvait être le fruit d'une inadvertance, d'une inattention. Voilà, je peux dire, j'étais pas réveillé. D'ailleurs, je me suis excusé à plusieurs reprises, vous avez vu. J'ai dû trouver une excuse parce que c'est intolérable de perdre. Et donc, j'ai trouvé l'excuse de je me suis pas réveillé. C'est vrai, d'ailleurs, j'ai une tête pas tellement réveillée là. Je vous ai parlé du samedi matin, qu'il était 8h, 9h. Voilà, et donc, ouais, j'ai des lunettes, j'ai même pas mis mes lentilles, tout ça. Donc voilà, je suis au matin, je suis au café, et la bonne excuse que j'ai trouvée, et ça c'est intéressant, perdre étant un peu une humiliation, on veut évidemment une revanche, mais on veut aussi justifier, justifier pourquoi on a perdu. Il faut être honnête, les amis, et c'est vraiment ça qui se joue. Voilà, à un moment, il faut savoir que c'est ça qui se joue. Donc, la revanche pour le gagnant, c'est je t'accorde. Alors, il y a aussi autre chose. Je t'accorde une deuxième partie parce que je veux montrer que je suis fair-play à tes yeux, mais aux yeux de ce public imaginaire que j'appelais le tiers, le jury. Le jury est là. Et donc, entre toi et moi, il y a comme un débat, et ça, on l'a vu dès les premiers Philo-Chess. C'est le Philo-Chess numéro 3. Alors, regardez-le sur ma chaîne YouTube, vous verrez, c'est 1h40. Vous verrez tout ce qui a été dit, et c'est intéressant de voir qu'on ne joue pas lui contre moi, mais on joue avec des gens qui nous regardent. Et une conscience qui est externalisée par rapport aux consciences qui sont en présence dans les corps. Donc ça, c'est important. Et donc, là, pour le coup, moi, ce public, avec vous, je l'ai. C'est-à-dire que ce jury imaginaire, quand je joue tout seul avec quelqu'un, je suis aussi humilié, j'ai envie de prendre ma revanche, tout ça. Mais là, avec Twitch, j'ai décrété que j'aurais un public réel. Voilà. Et je l'ai. Salut Osiris. Le public est là, il y a des gens qui me regardent. Quand je joue dans des squares, pareil, il y a des gens qui viennent et qui commentent. Alors eux, ils commentent dans les squares, c'est vraiment violent, leurs commentaires. C'est très déstabilisant, puis on parle. Et donc voilà. Donc, trash talk, ça se dit en anglais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement en t'accordant une revanche alors que tu as perdu, je montre à tout le monde, au jury, on va appeler ça le jury, spectateurs, mais qui peuvent donner un avis. Le jury, c'est pas mal. Je montre au jury, c'est pas mal. Donc on a 2 joueurs et un jury. La question que je vous pose, qui est extrêmement philosophique,
Y a-t-il un jeu sans jury? Même le solitaire n'a-t-il pas un jury? Et il y a des jurys réels, c'est le cas de vous sur Twitch, c'est le cas dans un parc quand il y a des spectateurs, ça c'est le jury réel, mais il y a toujours un jury imaginaire. Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Et j'improvise ce que je dis, il n'y a pas de note. Mais donc c'est de la philosophie, c'est-à-dire que vous pouvez prendre part à cette élaboration philosophique. Il y a deux types de jurys. Il y a le jury réel des gens, Martin qui va commenter ma partie, je connais un peu Martin ou je ne le connais pas, ça m'agace, mais c'est réel, je peux même lui répondre. Le jury réel, je peux lui répondre. Lorsque dans le sport, vous avez des spectateurs qui crient, on peut, par mouvement d'humeur, on a déjà vu des tennisman, par exemple, engueuler le jury, ou en tout cas, ou des footballeurs arrêter carrément le match parce qu'il y a des insultes racistes qui fusent dans un stade de foot. Donc, ce jury réel, quelque part, il est là. C'est ce qui donne aussi beaucoup d'énergie aux joueurs professionnels, que je ne suis pas. Évidemment, j'imagine que d'avoir un public, ça peut à la fois déstabiliser, mais à la fois un public qui nous encourage. On le sait bien, on le voit dans les statistiques sportives, c'est un plus. Donc, ce jury, il a une communication. Le jury réel communique avec moi réellement. On est dans la réalité. Il y a le jury imaginaire. Celui-là est plus compliqué parce que non seulement il n'est pas là tangible, il existe dans ma tête. Quand je me fais humilier, je ne me fais pas humilier tout seul. Je ne me fais pas humilier devant le jury. Quel autre? Ah oui, mais ça c'est intéressant aussi, excusez-moi. L'adversaire est aussi un jury pour moi. Et c'est toujours un jury réel, l'adversaire, même quand c'est en live à travers des écrans. C'est réel. Donc il y en a un qui me juge, c'est l'adversaire, et un qui me juge, c'est le jury imaginaire que j'ai en moi. Parce que je l'ai dans mon logobiote, dans ma jungle d'idées, d'esprit, de souvenirs. Donc on a un jury, allez je change les termes, on ne va pas dire imaginaire. Il y a un jury logobiotique, c'est-à-dire un jury que j'ai dans ma tête. Ça peut être par exemple mon oncle ou mon grand-père. Pour moi, vraisemblablement, je peux avoir un jury. Les professeurs d'échecs que j'ai eus, j'en ai quelques-uns mémorables qui peuvent me juger. Et j'ai comme jury logobiotique mon grand-père. Mon grand-père est un excellent joueur d'échecs qui n'a jamais fait de compétition, qui m'a appris le jeu d'échecs quand j'avais 4 ans, 4-5 ans, et qui était hongrois, qui avait émigré en France. Et mon grand-père, Étienne Rado, Istvan, c'est un ami de Palbenko, un grand joueur d'échecs hongrois. Et donc, il jouait tout le temps. Enfin, voilà. Après, il avait préféré le bridge parce qu'il jouait avec son épouse, ma grand-mère, et donc c'était mieux de jouer en couple. Donc, c'est l'idée du duo. Donc, il voulait toujours une activité intellectuelle, même à 90 ans, 92 ans. Mais c'était plus le jeu d'échecs qui était pour lui trop solitaire et auquel ma grand-mère ne participait pas. C'était vraiment un truc en couple, c'était le bridge. D'où l'intérêt de développer les échecs à deux. Je pense qu'il y a beaucoup d'inventions à faire dans l'idée d'échecs à deux, pas simplement chacun un coup ou discuter ensemble. Il y a vraiment des nouveaux rituels à inventer. Et d'ailleurs, quand je vais développer ma variante échiquienne, le Hazy Chess, eh bien, le Hazy Chess, il va falloir qu'on réfléchisse à des choses à deux, je pense. Deux ou plus. On dit souvent que le problème se situe entre la chaise et le plateau, donc le coin de table, c'est ça. Non, la victoire ne prend de la valeur que quand elle est relayée. Bah oui, oui, non, mais je suis d'accord. Mais la victoire apporte quand même une sorte de shoot de dopamine. Il y a quand même le circuit de la récompense dans ton cerveau qui te félicite. Peut-être dû d'ailleurs peut-être qu'il y a une participation du jury logobiotique, le jury que j'ai dans mon logobiote, c'est-à-dire ma sphère psychique, ce que j'appelle le logobiote. Et donc ce jury-là, peut-être c'est lui qui active le circuit de la récompense. Mais gagner, le pat que j'ai fait dans la deuxième partie, là aujourd'hui, ce pat parce qu'il était paniqué, il lui restait plus qu'une seconde à jouer, et au lieu de bien calculer, alors qu'il c'était dame-roi contre roi, tout simplement, le pat, là, moi, ça m'a apporté du plaisir. J'aurais préféré gagner, mais le pat, dans une situation extrêmement tendue au niveau temporel, apporte une vraie jouissance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je jouais jusqu'au bout. Parce que je me dis, ça se trouve, il va pas savoir mater bien avec roi-dame, qui est quand même une manœuvre très spécifique sur l'échiquier. Et quand il reste quelques secondes, on panique, on se dit, mon Dieu, et on veut pas perdre. Parce qu'attention, à une seconde près, il perdait. Il doit aussi se satisfaire d'avoir patte. Parce que si jamais sa pendule arrive à zéro, dans des parties des blitz de 5 minutes,
sa pendule à zéro, c'est qu'il perd. C'est-à-dire qu'il a une dame, un roi contre un roi, et il perd. Donc c'est très énervant ça, de perdre comme ça, de perdre autant alors qu'on domine complètement. Donc voilà, allons un peu plus loin là-dedans. Peut-être faisons une autre partie, mais j'aimerais qu'on creuse ça. Donc je vous sollicite là dans la partie qui va venir, je vais faire une autre partie, qu'on réfléchisse au jury. Donc c'est une question d'émotion, mais aussi d'intelligence. Hein. Les deux sont liés. Dans Philo Chess, on voit bien. En fait, ce qu'on découvre et ce qu'on explore dans Philo Chess, c'est le rôle de l'intelligence. Je me réveille, vous avez vu, je suis en train de me réveiller. C'est le rôle de l'intelligence et de l'émotion, comment dire, la collaboration de l'émotion et de l'intelligence. Ça, c'est fondamental et ça, c'est lié à ce que je développe en philosophie. L'intelligence et l'émotion font bon ménage, vont ensemble. On parle d'intelligence émotionnelle, mais c'est une sorte de fourre-tout avec toutes les théories les plus fantasques dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au jeu d'échecs, intelligence et émotion sont combinés à plein d'endroits, dans la préparation, dans le match, à plein d'endroits, dans les carrières. Hein. Lorsque moi j'étais, quand j'ai grandi un peu dans jeux et stratégie, en 85, il y avait des parties de jeux d'échecs, et une partie, et un des jeunes champions, c'était Joël Lautier. Vous connaissez peut-être. Joël Lautier, c'est un parcours incroyable, un Français, voilà, au niveau mondial. Hein, c'est le retour d'un Français au niveau mondial, et c'était prodige, voilà. Et il y avait souvent ces parties, je suivais un peu, il avait une mère japonaise, et qui lui a initié au jeu d'échecs autour de 3-4 ans. Et Joël Lautier, lui, il était sûr, en 2002, il atteint son plus haut score, hein, et il a arrêté la compétition, je crois, en 2008, si ma mémoire est bonne. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il était assez arrogant. À l'époque, j'ai vécu au jeu d'échecs l'époque 85-2006, on va dire, c'est-à-dire la montée en puissance des ordinateurs et des machines. Hein, c'est vraiment, j'étais vraiment abonné à Tilt, à Jeux et Stratégie, je programmais moi-même. Voilà, je fais partie de la génération 73, comme Joël Lautier d'ailleurs, je crois qu'il est né en 73, si ma mémoire est bonne, en avril. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces souvenirs-là, mais alors attendez, vous parlez, j'ai souvent cette intuition, quand je joue aux échecs, de faire confiance émotionnellement au ressenti du plateau. Ça, c'est vachement bien l'intuition, mais ça, il faudrait y consacrer un Philo Chess en entier, même plusieurs épisodes, sur l'intuition échiquienne. Super, j'ai trouvé un joueur là, merci Osirix. Ressenti du plateau en faisant confiance à l'analyse du ressenti. Comme si on analysait des patterns, motifs inconscients. Alors, ils existent, hein, tu le connais bien, ces patterns, c'est ce qu'on appelle des chunks. Voilà. Tu peux même des hyper chunks dans certaines théories psychologiques. J'ai lu tout ça. Moi, je suis passionné de psychologie de l'échec. J'ai lu Binet, j'ai lu tous ceux qui développent. Donc voilà, les patterns, c'est ça, des motifs et des super chunks même. On peut avoir des chunks de chunks. C'est des situations reconnaissables et c'est pour ça que quand vous jouez au jeu d'échecs professionnellement, il faut évidemment bouffer de la tactique et des problèmes. Il faut manger beaucoup de problèmes pour avoir une intuition, pour développer cette intuition. Alors vous comprenez, cette intuition, elle est logobiotique, hein, c'est ça qui est important. Le logobiote est important. J'appelle la psyché le logobiote, comme on parle du microbiote. Le microbiote, c'est le deuxième cerveau, c'est votre flore intestinale, comme on le disait avant. C'est plutôt pas une flore, mais une faune, hein, il y a peut-être des champignons, mais il y a aussi des virus et des bactéries, des bonnes bactéries. Eh bien, le logobiote, biote c'est la vie, logo c'est la parole, la raison, hein, c'est votre écosystème rationnel, votre écosystème. Hein. Votre écosystème, c'est comme une jungle qui vit sa vie, Les chunks, ça vit sa vie. L'intuition que tu dis, Osirix, tu ne peux pas la décréter, elle t'arrive, tu vois, elle t'arrive. C'est presque indépendant de ta volonté. Ça, c'est très important. Et au jeu d'échecs, on le voit très bien. Il y a une relative indépendance de l'intuition. Elle débarque. Salut, c'est moi. Et là, je sens que tu es mal barré. Salut, c'est moi. Et là, je sens qu'il faut que tu avances ton pion. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je ne vois pas 20 coups en avance. Mais là, ce pion, il faut l'avancer dans cette position. Donc, plus on joue au jeu d'échecs et plus on analyse des problèmes, plus on développe logobiotiquement une expertise logobiotique du jeu qui n'est pas une expertise rationnelle, déductive, hypothético-déductive, etc. Donc ça, c'est important. Même c'est comme dans la vie, on développe aussi un logobiote dans la vie. Mais ce qui m'intéresse avec le logobiote, je disais précédemment, c'est que dans la notion de logobiote, il y a un mélange de tout ce qui est psychique. L'émotionnel,
tous les statuts émotionnels que vous avez vécus dans votre vie sont archivés dans votre logobiote. Attention, hein, c'est une archive vivante. Elle continue de vivre. Un souvenir n'est pas un dépôt dans une banque. Un souvenir, ça se cultive. Un souvenir, c'est de l'organique, c'est une fleur. Et le logobiote est une jungle, toujours la meilleure, une jungle qu'on peut jardiner à certains endroits, c'est-à-dire rationnellement et méthodiquement mettre en organisation. Mais la jungle l'emporte sur le jardin. Dans le logobiote, il y a de la jungle et du jardin. Le jardin, c'est ce que j'essaie de mettre en ordre. Dans mon grenier, je peux décider que là, il y aura une vraie bibliothèque et je vais classer les livres. N'empêche que c'est le bazar complet dans mon grenier. Vous voyez. Voilà, alors il y a des endroits très rangés. Je parle vraiment d'un vieux grenier qu'on ne peut pas ranger tellement il y a un fatras et qu'on n'a pas envie de ranger parce qu'on aime ce côté un peu baroque, d'avoir des objets de notre vie accumulés. Vous voyez, l'ambiance des greniers, j'en parle dans mon roman Marabouté. Il y a une très, comment dire, longue scène du grenier, pas longue, non, mais très poignante. J'allais m'envoyer une fleur, j'ai essayé de me freiner, mais en fait, oui, je m'envoie une fleur. C'est une scène, en tout cas, qui, moi, m'a ému à écrire. Voilà, c'est une scène d'un vieux grenier et en quelques lignes, on voit le bordel et on voit l'organisation qu'on essaie de mettre dans ce bordel, mais le bordel l'emporte. La jungle l'emporte sur le jardin, retenez ça pour parler du logobiote. Mais dans le logobiote, il y a la fusion de l'émotionnel et de la rationalité. Et quand je dis intelligence et émotion, eh bien, dans le logobiote, tout ça s'est fusionné. Et les émotions sont des marqueurs pour les souvenirs. On sait très bien qu'on se souvient de quelque chose parce qu'il y a une charge émotionnelle connectée à l'événement qu'on a digéré. C'est un peu complexe, il en va de ma théorie du logobiote, je vous renvoie à mon dernier livre, Le monde est flou, l'avenir des intelligences. Il y a plusieurs formes de victoire finalement, la victoire personnelle ou encore la victoire aux yeux du jury. Alors ça c'est super intéressant Osiris, c'est vrai. Une victoire personnelle, si je n'emporte pas le jury, est une victoire pas extraordinaire. Et j'ai l'impression que ce qui déclenche le circuit de récompense, c'est à la fois le jury réel et le jury logobiotique. Et je dirais même que le jury réel devient un jury logobiotique puisque je garde un souvenir de ce jury réel. Et je dirais même qu'il faut la concordance de la joie de ces deux jurys en moi pour pouvoir être vraiment récompensé. Et je dirais même que ça justifie le spectacle vivant et les lives et les concerts de rock. Et je dirais même que c'est pour ça qu'on a besoin de se déconfiner, voilà, de sortir et de faire des épreuves avec le réel pour pouvoir nourrir mon jury intérieur de nouveaux souvenirs de jury réel. Et c'est ce qui fait qu'on adore jouer en live, qu'on adore être la plupart des gens, la plupart des artistes adorent se confronter à un jury réel parce qu'il faut les deux jurys. Le jury logobiotique, je peux l'avoir chez moi dans mon grenier ou dans ma chambre, et donc j'ai pas besoin de montrer mes œuvres, mais on a tous besoin aussi d'un jury réel qui apporte une saveur supplémentaire, qui est exhausteur de mon plaisir de jury logobiotique. Waouh, on va loin les amis là. Franchement, là il faudra plusieurs kilos de chess pour déblayer tout ce qu'on vient de mettre en chantier avec seulement 2 parties d'échecs. On rappelle au grenier de grand-mère lorsqu'on sent de la poussière par exemple. Exactement, l'odeur de la vieille cire, l'odeur de la poussière, même de la naphtaline, l'odeur du vieux, et l'idée qu'il y a des strates accumulées. Il y a des strates accumulées. Si je vais dans la cave de ma mère, voilà, elle a une cave où elle entasse des choses, je vais trouver, d'ailleurs elle a écrit, elle adore écrire, elle a écrit sur cette cave qu'elle doit ranger et qu'elle n'arrive pas à ranger, alors elle a plein de théories nouvelles de rangement, des japonaises qui nous expliquent comment ranger, c'est une nouvelle mode. Elle essaie d'appliquer le truc, mais ma mère ne range pas. Hein. Ma mère ne range pas, et je suis sûr que dans son garage-grenier, hein, pas dans son grenier, dans sa cave, c'est sa cave, eh bien il y a des dessins de moi quand j'avais 4 ans, mélangés à des peintures de moi quand j'avais 27 ans, mélangés à des vieux cahiers d'école, mélangés, voilà. Et bien le logobiote, c'est ça concrètement. Non, pas concrètement, abstraitement dans ma psyché. Le logobiote est notre grenier intime, si vous voulez, notre mythologie intime. C'est là où on entasse tout. Mais attention, le logobiote est un jardin, c'est-à-dire contrairement au grenier qui ne fait que prendre la poussière et peut-être qui jardine quelques bactéries et quelques microbes et quelques moisissures, eh bien le logobiote c'est ultra vivant. Vous avez dans cette nouvelle théorie de la connaissance, hein, parce que c'est juste une nouvelle théorie de la connaissance, vous avez des souvenirs actifs qui sont comme des plantes, des animaux qui vivent leur vie dans cette jungle. C'est important de comprendre ça. Vous avez un monde intérieur qui grouille de vie.
Je vous renvoie à ma conférence TEDx, la connaissance, une matière vivante. Et c'est là où j'expose, en mars de l'année dernière, c'est là où j'expose cette théorie du logobiote pour la première fois. Et en 15 minutes, vous serez un peu calé là-dessus. Mes amis, passionnant, on a ouvert plein de pistes. J'ai un ton un peu fatigué parce que je me réveille. Je me sers de ça pour anticiper ma prochaine défaite que je vais avoir avec vous dans une nouvelle partie. On a tout ça en tête dans notre logobiote récent. Voilà, et on va jouer cette partie et voir ce qui se passe. Voilà, ah bah, d'accord, il y va carrément. Allez, on y va, il veut y aller, on y va. Boum, boum. Allez, il joue du tac au tac. Hein. Il joue du tac au tac. Il est très agressif. Younous Ami. Bah, allons-y. On va lui prendre un pion d'avance, comme ça va le calmer un peu. Hein. Voilà, Younous Ami. On va te calmer, Younous Ami. Boum. Calmons Younous Ami, là. Ah, j'aime pas, il anticipe ses coups. J'ai presque envie de lui faire un coup de jarnac, là. J'ai presque envie de faire un coup débile juste pour... Il fait des pré-coups, là. Ça ne va pas du tout, ça. Ah, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Les pré-coups, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il me fait, là? C'est quoi son délire? C'est quoi ton délire? Je comprends rien à son délire. Je ne comprends rien à son délire. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut le pion là? Ah oui, je vois ce qu'il veut. On va te manger ton fou. Tu me permets? Merci. Un petit fou là, j'ai envie. Il a fait n'importe quoi, le bonhomme. Allez, donne ton fou. Prends mon petit pion si ça te soulage. Votre adversaire a quitté la partie. Voilà, il est dégoûté. Ah non, il revient. Il a eu un petit moment de quittage de partie et puis il revient. Il est très énervé là, le bonhomme. Il est très énervé. Alors, Younous Ami, vous connaissez un peu les noms. J'aime bien les pseudos, essayer de trouver les pseudos. Ah oui, je vois ce qu'il veut faire. Ah bah, je fais mat, les amis. Je fais mat, les amis. On va pas s'embêter à prendre son fou quand on peut mater. Hein. Allez. Eh ben voilà. Tu veux ton mat, tu l'auras. Voilà, les amis. Écoutez, une partie, bah là, ça me fait plaisir. Bon, c'est un peu facile, hein, mais il ne faut pas bouder son plaisir. Il ne faut pas bouder son plaisir. Étonnante partie qui peut exister notamment dans les parcs. Hein, quand je vous disais ça, c'est le genre de truc. Je suis vénère, mais il n'y a pas la tchatch. Ça aurait peut-être marché. Il aurait pu peut-être m'impressionner en jouant du tac au tac comme ça, avec un peu de tchatch, en appuyant avec les mots sur je vais te fumer, tu vas voir, t'es nul, t'as pas compris à qui t'as affaire. Ça peut intimider. Moi, ça m'intimide pas. Hein. J'aime ce côté art martial, combat de rue avec le jeu d'échecs. Mais là, il y a pas de. Là, on est dans le silence et on a le temps. Pour moi, 5 minutes, c'est des longues parties. Hein. Je suis habitué aux 3 minutes. Donc 5 minutes, pour moi, j'ai le temps, j'ai l'habitude maintenant. Et donc, intéressant, les souvenirs sont connectés également à nos sens. Tu as raison, mais c'est ça le logobiote. On se rappelle du oui, avec Internet, on a vraiment le temps de faire le vide et vraiment ressentir le jeu de l'adversaire. Ouais, et je ne sais pas ce que tu en as pensé, Osiris, toi qui as vu cette partie-là. Il y a... Comment tu l'as senti l'adversaire? Comment tu pourrais le décrire? Ça m'intéresse. Comment tu pourrais décrire cet adversaire-là qu'on a eu? Je pense, moi j'ai une théorie, j'attends de voir ce que tu réponds, mais j'ai une petite théorie. L'ascenseur émotionnel, ouais. Tu cogites. Dis-moi comment tu l'as senti. Comment tu pourrais qualifier en 2-3 adjectifs cet adversaire qu'on vient d'avoir et qui va même, alors qu'il a perdu le fou, vouloir continuer de jouer jusqu'à mettre sa dame. Enfin, il ne veut même pas abandonner. Hein. Une règle, c'est qu'il n'a absolument pas voulu abandonner.
Il n'a absolument pas voulu abandonner. C'est-à-dire qu'il a même une Miss Adams, qui est vraiment un truc un peu puéril, hein, ou alors de débutant, mais il n'avait pas l'air si débutant que ça, je ne sais pas. Il a fait des bourdes, mais donc, en fait, c'est je n'abandonnerai pas, ouais, jusqu'au bout, il y en a marre. Et puis à un moment, il est sorti, et puis il est revenu. Hein, vous avez vu, à un moment, il s'est déconnecté. Donc, Lichess m'a dit tiens, votre adversaire n'est plus là. Et tout d'un coup, il débarque. Donc, il y a une énergie là que j'ai envie de qualifier. Là. Il était précipité, je pense. Il devait être sur une série de parties, probablement trop sûr de lui. Ça, c'est très important, Osiris. Merci de ton commentaire. Énorme. C'est énorme ce que tu dis. C'est exactement ce que je pense. Il était sur une série de parties. Exactement. Il montre qu'il doit avoir pas mal d'ego. Alors l'ego, on le sent très bien au jeu d'échecs. Votre serviteur en a, bien sûr. Mais en fait, c'est un ego de jeu. Un ego de jeu. C'est pas l'ego. Mais là, pour le coup, c'est pas un ego de jeu. Il était énervé. Et je vais même aller plus loin que ce que tu dis, Osiris. Je pense qu'il venait de perdre. Je pense qu'il venait de perdre 3 fois de suite. Il faudrait regarder un peu ses statistiques dans Lichess. On peut remonter un peu ses parties précédentes. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout le comportement de quelqu'un qui vient de gagner. Et là, on est un peu dans notre logique philo-chess. Hein. J'ai perdu, j'ai les boules. Hein. Voilà. Et donc, c'est une chose qu'on n'a pas vraiment analysée. On l'a évoqué dans philo-chess, mais il va falloir qu'on creuse ça. Cette colère. Cette colère n'a pas été analysée. Il va falloir qu'on... C'est pas juste un ego qui en prend un coup. C'est vraiment à analyser. Il était très en colère et je pense pour avoir été en colère, il a été humilié. Je pense qu'il a été pressé humilié. Alors on peut être humilié parce qu'on perd 3 fois de suite avec un adversaire qui fait des bourdes, mais je pense qu'il a été taquiné méchamment. Et on a eu une guêpe énervée. Hein. On a eu un frelon énervé, enfin frelon non, une guêpe sans dard, hein, parce que franchement, il nous a pas fait peur une seconde. Mais il était énervé et il frappait des coups à l'aveuglette parce qu'il avait besoin en fait d'exprimer un trop plein de quelque chose. Ça c'est important. Il jouait pas pour gagner, il jouait pour évacuer quelque chose. On l'a senti jusqu'au bout, jusqu'à mettre la dame. Vas-y, mets-moi ton échec et match. Je m'en fiche, ouais, je m'en balèque, etc. Alors attends, ouais. Quand on est dans une situation compliquée, on pousse à réfléchir, qui pousse à réfléchir, on peut souvent s'énerver si on ne trouve pas de solution. Ouais, on joue un coup, allez, à la va comme je te pousse. Pour moi, un bon joueur d'échecs doit savoir, ça lui arrive pour passer outre et pas céder à l'énervement, bien sûr. Il ferme la porte à l'intelligence émotionnelle finalement. Ça, très intéressant. C'est un énervement qui nous fait croire qu'on aura une intuition géniale parce qu'on est dans l'intuition, mais sauf que c'est une intuition qui est complètement colorée émotionnellement. Quand je disais l'intelligence et l'émotionnel font bon ménage dans le logo, sont totalement connectés, et effectivement pour le meilleur et pour le pire. Donc il faudrait qu'on réfléchisse à quel genre d'émotion on doit avoir pour bien jouer, pour être très intelligent. Dans quelle émotion je dois me tremper pour pouvoir mettre mon intelligence à l'optimal, à l'optimum. Et inversement, quelles émotions m'empêchent d'être intelligent? Ça, c'est plus facile à répondre. La colère, l'énervement, l'agacement, l'ego, la frustration, tout ça. Voilà, on a dit beaucoup de choses. Hein, là, moi, je trouve ça très intéressant de creuser le jeu d'échecs comme ça. J'ai failli ne pas voir ce mat évident, hein, parce que j'étais obnubilé par le fou. Qu'est-ce qui m'a fait voir ce mat? Parce que franchement, j'allais lui manger le fou, là. J'y avais pensé à cela, bien sûr. Ça a traversé mon esprit en termes logobiotiques. Hein, je connais ces formules. Mais j'aurais très bien pu prendre le fou. Enfin, c'est le genre de bourde que j'aurais pu faire, hein, une bourde. J'aurais gagné aussi, mais j'aurais loupé et ça aurait gâché ma victoire. Hein. D'ailleurs, dans Philo Chess 3, à un moment, je vois que j'aurais pu prendre une tour et que je ne l'ai pas fait. Voilà, je fais des bourdes et c'est ça qui est amusant. Donc, l'énervement, c'est intéressant. L'idée d'accompagner l'intelligence par l'émotion, de choisir bien ces émotions qui nous permettront d'être intelligents. On part quand même du présupposé que la rationalité et la raison et l'esprit déductif et l'intelligence, que j'appelle l'intelligence, n'est pas 100% émotionnel. Moi, j'ai quand même une tradition humaniste et lumière, et je crois vraiment que, d'ailleurs, on peut décider un peu de ses émotions par la raison, et moi, je ne peux pas m'empêcher de montrer que, à la fois, la raison est complètement intriquée avec des émotions, elle compose avec des émotions, elle ne les rejette pas, ça c'est vraiment une chose pas nouvelle, mais en tout cas originale qu'on peut avancer en 2021 dans l'histoire de la philosophie, c'était un long combat. Descartes lance des pistes à ce niveau-là, beaucoup, hein, dans son traité des passions,
il faut lire, hein, qui est vraiment très intéressant. Il va réhabiliter les passions et dire qu'il va falloir faire avec, voilà, parce que c'est le corps et il faut faire avec le corps. Donc, Descartes est très intéressant là-dedans. Mais, ce que je veux, mais pour moi, la raison, alors je ne suis pas dualiste comme Descartes, même s'il y a trois substances pour Descartes, puisqu'il y a la substance de Dieu, on oublie ça. Il y a la substance pensante, res cogitans, il y a la substance étendue, res extensa, et puis il y a Dieu. Et c'est une troisième substance. Donc quand on parle de dualisme cartésien, on n'est pas vraiment, vraiment cartésien selon moi. Il y a cette substance divine. Euh, donc, revenons un peu à nos dadas, on va dire, pas nos moutons, mais nos dadas. Il y a vraiment que il y a une intelligence. L'intelligence est un processus qui utilise l'émotion. L'intelligence, c'est ça que je voulais poser là maintenant avec vous. L'intelligence n'est pas 100% émotionnelle. Il y a une raison, il y a une déduction, il y a une intelligence froide, il y a de la logique froide, ça existe. Il y a des êtres humains d'ailleurs qui sont dénués d'émotions et qui sont très intelligents dans l'idée de logique froide. Pour moi, ils ne sont pas intelligents humainement, mais en termes de performance cognitive, déductive, ils sont intelligents. D'où la critique du test de QI. Vous avez sur YouTube un débat avec Laurent Alexandre, le docteur Laurent Alexandre, c'est un débat sur LCI, où il est en train de vanter le QI en disant il n'y a que ça qui existe, c'est formidable, on risque de baisser, la France baisse son QI, le QI français baisse, etc. Ouais, et là je lui rétorque que le QI, on peut être le pire des salopards et le plus grand des criminels et avoir un QI élevé. Et là c'est fini. Les bêtises avec le QI, en fait, avec cet argument, c'est terminé. C'est terminé. Il y a une sorte de fétichisation du QI, du quotient intellectuel, alors qu'en fait c'est une moyenne statistique. Mais en fait, ces abrutis-là vont faire du QI quelque chose de l'ordre d'un score de jeu vidéo, et ça sert toujours le racisme. Il faut bien le savoir. Alors, je pense à la carte du QI, qui est un mouvement notamment sur Twitter. Vous savez, ceux qui affichent des petites cartes du monde pour dire que, par exemple, les Africains sont moins intelligents que les Asiatiques, etc. Donc c'est en fait un système raciste, soi-disant toujours qui utilise la science pour imposer une sorte de racisme scientifique. Et le plus grand philosophe qui a combattu ça, il y a Colette Guillaumin, sociologue philosophe, mais vous le connaissez peut-être, c'est Albert Jacquard. Albert Jacquard, c'est celui qui, à 45 ans, va étudier la génétique des populations, va aller à la fac pour pouvoir être un spécialiste de ça et combattre le racisme. Ça se sépare hein, peut-être, hein, donc c'est intéressant, pour combattre le racisme pseudo-scientifique. Donc voilà, donc pour éviter le racisme et pour montrer qu'on est tous en fait les mêmes, je veux dire, il y a des cultures différentes, on est d'accord, mais en fait on est capable de raisonner tous à égalité, hein, quel que soit notre corps, la taille de notre corps, la taille de notre cerveau. Alfred Binet et Broca, surtout Broca et la phrénologie ont faux, scientifiquement ça a été invalidé. Il n'y a pas de boss des maths et de boss du jeu d'échecs dans la forme du crâne, même si ça donne une super scène dans Django Unchained de Tarantino, avec Leonardo DiCaprio qui fracasse le crâne en voulant prouver que par la structure même du crâne, il y a l'infériorité de l'homme noir. Mais donc voilà, c'est important. L'émotion et l'intelligence sont croisées. Et avec Philo-Chess, on va essayer de voir si on arrive à comprendre comment cette chose merveilleuse fonctionne. Comment fonctionne le logobiote. Ça n'a pas été analysé. Le logobiote n'est pas inconscient. Il n'est pas non plus conscient à 100%. C'est une conscience qui s'invite à moi, des souvenirs qui viennent et qui s'en vont en fonction de mon émotion. L'émotion, c'est ce qui provoque des marqueurs sur des souvenirs, mais c'est aussi ce qui fait danser mon logobiote. J'ai l'impression que l'émotion est motion, il y a l'idée de mouvement. J'ai l'impression que l'émotion est le dynamisme même de mon logobiote. Voilà, c'est vraiment nouveau ce que je viens de dire dans mon avancée personnelle philosophique. Je n'ai pas écrit ça. L'émotion, c'est dunamis, c'est ce qui met en mouvement. C'est ce qui met en mouvement mon logobiote. C'est ce qui fait que c'est la sève, c'est la vie dans mon jardin. Mon jardin n'est pas un jardin de fleurs mortes. Mon jardin ne relève pas de l'ikebana, l'art japonais de la décomposition florale. Mon jardin est vivant parce que l'émotion, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui fait que les arbres de mon jardin sont verts, que mes souvenirs sont actifs. L'émotion, c'est la pulsation de vie, c'est le sang de mon logobiote. C'est la sève, puisqu'on prend la métaphore de la jungle, l'émotion, c'est la sève.
c'est le principe de vie. Voilà. Alors, ce n'est pas l'arbre en tant que tel, ce n'est pas la chose en tant que telle. Une émotion toute seule n'existe pas dans mon logobiote, elle est toujours accompagnée de souvenirs. Et l'intelligence n'est pas, encore une fois, purement émotionnelle, parce que l'émotion, c'est la sève. Mais il n'y a pas de sève toute seule dans la nature. Si vous pressez une plante, vous aurez quelques gouttes de sève, mais ça ne vit pas tout seul. Hein, vous comprenez, la métaphore est intéressante si je la file. Je prends ton message tout de suite, Osirix. L'émotion, c'est la sève. Mais un jardin n'est pas fait que de sève. Un jardin est fait de structures, de plantes, d'amarante rougeoyantes, comment dire, voilà, de séquoia, de pin parasol. Alors il y a de la sève à chaque fois, mais la sève ne fait pas le jardin. Mais le jardin ne fonctionne pas sans sève. L'émotion est la sève de mon jardin logobiotique. Ça, c'est important qu'on en soit là pour le prochain philo-chess. On a vraiment avancé là. Le QI est surtout utile pour l'orientation des enfants précoces, mais pour des adultes, le système de notation au QI est bien différent, je trouve. Oui, et puis même la précocité d'un enfant, il y a des précocités émotionnelles qui ne sont pas prises en compte. Et puis c'est quand même quelque chose, c'est une forme d'intelligence parmi d'autres. Là, il y a plein de travaux qui montrent que l'intelligence du QI, on peut être complètement idiot humainement et avoir un QI élevé aussi. Voilà. On peut être complètement bloqué dans les relations humaines. Pensez aux troubles du spectre de l'autisme et avoir un QI tout à fait développé dans certaines tâches, certaines activités. Donc, il y a quelque chose de non globalisant, de non littéraire dans le QI, et on sent que c'est une mesure militaire. C'est d'abord une mesure militaire pour trier les êtres humains en fonction de compétences militaires plus proches du QCM que de la créativité. C'est quand même une mesure non créative. On ne demande pas d'être créatif pour avoir une bonne note en QI. Et j'ai l'impression que l'intelligence, elle est créative. En tout cas, c'est ma définition. Je vous renvoie à un livre, l'intelligence, l'avenir des intelligences dans le monde est flou. C'est sorti cette année chez Plomb. Et là-dedans, je définis tout au long du livre ce qu'est l'intelligence, puisque l'être humain discute avec sa créature informatique, un ordinateur ultra intelligent, et du coup, on réfléchit sur le statut même de l'intelligence. Est-ce qu'une IA est intelligente vraiment? Est-ce qu'on peut parler d'intelligence? Voilà. Les tests QI sont très mécaniques, exactement. C'est vrai que c'est basé sur la logique et pas du tout sur l'émotionnel. Bah oui, bien sûr. D'où l'idée d'intelligence émotionnelle. Alors moi j'utilise ce mot, mais ça veut dire que, tel que je viens de vous le définir, c'est pas qu'il y a une intelligence de l'émotion, c'est que l'émotion est nourrie. Non, c'est que l'intelligence est nourrie d'émotions. Mais pour moi, il faut faire attention, c'est l'intelligence qui est aussi émotionnelle. C'est l'intelligence qui ne peut être que aussi en partie émotionnelle. J'insiste sur le en partie. Voilà les amis, on a fait 1 heure. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'une IA pourrait être considérée intelligente lorsqu'elle aura conscience d'elle-même. C'est joli ton petit langage des oiseaux, Osirix. Je te renvoie à mon livre, essaie de le lire, procure-le-toi. Le monde est flou, l'avenir des intelligences, c'est exactement le propos de mon livre. Tu as une recension du livre sur le site Futurible. Futurible avec un S, futurible.je-sais-pas-quoi.com ou .org. Tu tapes Futurible Vincent Cespedes, Le monde est flou, et tu tombes sur cet article et je te le recommande parce que c'est quelqu'un qui a lu, c'est quelqu'un qui a bien lu le livre et qui te donnera peut-être envie de le lire. Voilà. Mes amis, 1 heure, je pense que c'est un bon format pour philo-chess. Je pourrais encore continuer des heures et des heures. On a fini par une victoire étonnante, qui nous a fait réfléchir. C'est le but de philo-chess, avancer philosophiquement à travers le jeu d'échecs, grâce au jeu d'échecs, avec le jeu d'échecs, et peut-être aussi pour le jeu d'échecs, va-t-on savoir. À bientôt les amis, pensez à vous abonner, pensez à activer toutes les notifications pour recevoir, parce que de plus en plus je vais faire des lives en dehors des horaires, quand ça me chante en fait, quand ma vie me le permet. Et donc pour ça, pour être sûr d'avoir une petite communauté, et c'est quand même sympa parce que je privilégierai toujours le lien avec ceux qui sont en direct dans mes lives, et bien pour être au courant du prochain Philo Live, vous devez vous abonner, appuyer sur les cloches, activer les notifications, tout simplement pour recevoir un petit message et dire tiens, il y a votre philosophe préféré en direct. Merci les amis, parlez autour de vous si ça vous a plu, envoyez la vidéo à des amis, ameutez du monde, qu'on soit un peu plus nombreux, on le mérite et c'était passionnant. Osirix, merci, tu as été mon partenaire de jeu et de pensée pendant ce Philo-Chess 4, vraiment, et c'était très intéressant d'avoir tes remarques.
À bientôt.